et merci de suivre le vainqueur de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, elle s'est jouée ce dimanche 27 mai à Bobo-Dioulasso. La finale de la Coupe du Faso a été remportée par Salitas FC. C'était au stade Aboubakar Sangoulé Lamizana et ce, devant les plus hautes autorités du pays. Des trous béants à ciel ouvert, des risques de pollution et un manque d'espace pour l'exploitation agricole et pastorale. Le constat est désolant à Kalsaka. Depuis 2013, la mine d'or de Kalsaka a fermé ses portes et avec la promesse de réhabiliter le couvert végétal, une équipe s'est rendue sur place. Le constat est des plus alarmants. Nous en parlerons aussi avec notre invité ce soir, le directeur général du Bureau national des évaluations environnementales. Si vous vous êtes toujours posé la question de savoir d'où viennent les mangues que vous savourez en ce moment, vous obtiendrez réponse dans une vingtaine de minutes. Nous irons dans le Kénédougou, le verger du Burkina qui malheureusement souffre d'un manque d'infrastructures routières. Bienvenue à tous. Elles sont présentes à tous les moments de notre vie. Lorsque nous rions, elles rient avec nous. Lorsque nous pleurons, elles feront tout pour sécher nos larmes. Une seule journée ne suffirait pas pour célébrer nos mères, mais je voudrais vous souhaiter une bonne fête en ce dimanche 27 mai. Et justement, le prénom de sa mère lui aura porté chance ce 27 mai. Le club Salitas est la contraction des prénoms des géniteurs de son président, le colonel Yacouba Ouedraogo. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Salitas FC est le grand vainqueur de la 32e Coupe du Faso face à l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso. Il remporte la coupe sur le score de 2-0. Une victoire aux allures de conte de fées que nous raconte Salif Ouedraogo. Pour sa première saison en D1, Salitas s'offre Dame Coupe du Faso devant la SFB, un adversaire aux 5 étoiles dans cette compétition. C'est dans la peau de David que Salitas part à l'abordage de Goliath, incarné ici par la SFB, championne du Burkina qui dispute sa 12e finale. La jeune garde du Faso va s'en remettre au coup de pied arrêté pour faire la différence dans ce duel. D'abord, à la 10e minute, Aboubakar Sawadro profite de ce coup franc exécuté par Youssouf Baro pour annoncer les couleurs de la soirée. Le ballon, il est contré et ce n'est pas fini. L'ouverture du score pour Salitas. 1-0 pour Salitas. Les mêmes œuvres vont produire les mêmes effets à la 50e minute. Cette fois-ci, c'est une tête de Wilfried Da pour le 2-0. Le ballon à la tête. Hugues Wilfried Da. À l'image de ce duel perdu par Cheikh Djibril Ouattara devant Maxime Ouattara, les buffles ne chargeront pas dans cette partie et Salitas peut donc brandir avec fierté le trophée de la 32e Coupe du Faso. Oh là 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 là, quel moment il est dit. Ça m'a fait dire que je suis vraiment content et heureux. Et j'ai eu vraiment une pensée pour Salimata d'être à Séros aujourd'hui. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter encore les jeunes. Je dis félicitations à Salitas parce que vu la physionomie de ces matchs, donc il n'y a rien à dire. Nous les félicitons. Pas de doublé pour Oscar Barro et l'ASFB. Ils représenteront néanmoins le Burkina en Ligue des champions de la CAF, tout comme Salitas en Coupe de la Confédération. Le président du Faso qui a assisté à cette rencontre s'est exprimé. Il salue certes l'exploit de ce jeune club qui participait pour la première fois au championnat national, mais il salue le sport dans son ensemble. Nous l'écoutons. Le match n'était pas à la hauteur de nos attentes. Il est évident que Salitas a gagné le match techniquement. Et physiquement, ils étaient mieux préparés, en tout cas pour le tournoi. Mais en face, nous n'avons pas vu une équipe qui était cohérente. Et donc j'espère que pour les prochaines activités, dans la prochaine Coupe du Faso, nos équipes seront beaucoup plus au point pour donner des prestations qui sont à la hauteur des attentes du public. Je crois que ça c'est important comme effort que nous devons faire dans les différents pays. Je regarde ici ce soir ce que nous avons vu, malgré le fait que nous sommes dans une période de carême. Pour moi c'est un effort et quelque chose qu'il faut saluer. Et je voudrais profiter de l'opportunité que vous donnez pour saluer les populations de Bobo pour cette grande mobilisation.
Je pense qu'ils auraient souhaité évidemment que les fonctionnaires gagnent. Et c'était le souhait qui était attendu. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais l'espoir est ainsi fait. Il faut faire preuve de fair play. Et je pense que l'année prochaine, certainement, il y aura d'autres défis à relever. Et puis les étalons se sont imposés 1-0 cet après-midi en match amical international contre les Lions indomptables du Cameroun grâce à un but de Bertrand Traoré sur une passe décisive signée Hassan Bandé. Les étalons peuvent passer de bonnes vacances. Rendez-vous en septembre prochain pour les prochaines échéances. Retour dans la ville de Sia où les habitants sont soulagés pour cause. 17 km de routes ont été réhabilités à travers la capitale économique. La réception officielle des routes avec Mané Kayen et Moumouni Baro. Le ministre des Infrastructures, Éric Boukouma, réceptionne les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Bobo-Dioulasso. Ce premier volet a notamment permis la réhabilitation de 17 km de voies qui étaient dans un état de dégradation très avancé. À cette cérémonie de réception, le ministre explique qu'il s'agit pour le gouvernement de garantir les droits des habitants de Bobo-Dioulasso à la mobilité. Le président Roch-Marc Christian Kaboré nous a donné des instructions fermes pour que nous puissions remettre la ville de Bobo-Dioulasso sur la route du développement. Et comme la route du développement passe par le développement de la route, nous pouvons dire avec les Bobolais, avec tout le peuple du Burkina Faso, que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous sommes vraiment fiers d'avoir posé cet acte ce matin. L'inauguration donc de ces voiries qui constituent une première tranche des travaux routiers qui se réalisent à Bobo en même temps que d'autres travaux se déroulent. En attendant la deuxième phase de la réhabilitation de la voirie urbaine, Fabéré Bourema Sanou, maire de la commune de Bobo-Dioulasso, se réjouit déjà de l'acte posé par le gouvernement. Un acte qui était très attendu, selon lui, par les populations depuis très longtemps. Nous avons accueilli ce projet avec joie parce que vraiment on souffrait sérieusement. Toutes nos voiries étaient en nid de poule. Aujourd'hui, on peut rouler très facilement sur ces voiries. Donc c'est une fierté pour la ville de Bobo-Dioulasso et nous profitons de votre micro pour remercier le gouvernement de notre pays, en tout cas pour cet acte qui a été fait. Pour la première phase de la réhabilitation de la voirie urbaine de Bobo-Dioulasso, cela a nécessité la mobilisation d'environ 2,7 milliards de francs CFA. L'actualité toujours à Bobo-Dioulasso où l'artisanat burkinabé était à l'honneur tout au long de la semaine. La deuxième édition de la foire de l'artisanat voulue par le département du commerce pour booster le secteur a refermé ses portes hier samedi. Le bilan en images avec Siriki Milogo sur un commentaire signé Moumouni Baro. Ouverte le 23 mai dernier, la deuxième foire régionale de l'artisanat des Hauts-Bassins se termine par cette remise de prix aux meilleurs exposants. Une initiative du projet d'appui à l'artisanat au Burkina qui vise à faire de ce secteur un véritable levier de développement du Burkina. Je suis vraiment fier de ces prix et ça me donne le courage de me doubler d'efforts pour pouvoir travailler plus que ça encore. Cette édition a rempli tous les espoirs qu'on plaçait en elle et je crois que, en tout cas, c'est un bon départ. Ça permet à la population de Bobo-Dioulasso de découvrir les capacités créatrices de ces artisans. Ça permet à l'ensemble du Burkina Faso de pouvoir compter sur cette région pour justement asseoir les bases du développement qui est ancré sur les valeurs et sur le potentiel créatif de ses filles et de ses fils. Venus des provinces de Kénidougou, d'Ituri et d'Ioué, les exposants ont fait découvrir leur savoir-faire dans les domaines agroalimentaires, cuir, textile et habillement. Je pense que ce sont des moments qui permettent donc de rendre hommage à nos vaillants artisans et artisans, de valoriser donc la production nationale et de donner l'occasion aux populations de savoir ce que nous produisons afin qu'elles puissent trouver donc les produits pour les consommer. Prestations d'artistes, défilés de mode ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie de clôture. Les yeux sont désormais tournés vers 2019 pour la 3e édition.
Visite de terrain pour Aruna Kaboré à Samagan. C'est là qu'est implantée une jeune industrie spécialisée dans la production de boissons. Le promoteur emploie plus de 200 personnes, majoritairement des locaux, Siri Kimilogo et Momoni Barou. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est en visite à Tuilim Industrie. Du magasin de stockage à la chambre froide, en passant par le laboratoire de contrôle qualité, le visiteur du jour a pu s'imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle qui fait dans la production de jus. Je suis venu, j'ai vu une installation moderne, sophistiquée, qui remplit l'ensemble des conditions pour parler donc en tout cas d'une unité industrielle, je l'ai dit, à la hauteur de ce qu'on doit attendre en termes donc de modernisme. D'une capacité de production de 530 000 bouteilles par jour, cette unité industrielle emploie 200 personnes. La visite du ministre a servi de cadre pour évoquer les perspectives. La principale chose ici, c'est la concurrence des boissons importées. Il faut que le ministre supporte nous ici pour qu'on puisse gagner le marché. Parce que si il y a des employés ici qui travaillent chez nous, on a fait les investissements, on a fait un grand projet ici. C'est ça la principale chose qu'on a parlé avec le ministre. Nous travaillons aujourd'hui aussi d'une manière générale à traquer la fraude. Vous savez très bien qu'il y a 4 jours, nous avons lancé la brigade mobile de contrôle, qui sont des unités qui couvrent l'ensemble du territoire et qui traquent l'ensemble de ce qui est comme contrefaçon. Fonctionnaire depuis 2017, Tuilim Industrie entend contribuer à la réduction du taux de chômage et au-delà, participer au développement du Burkina. Merci à vous Mireille Carole Tougma. À la suite de cette édition, nous parlons de cette conférence des cadres et personnes ressources du MPP. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès ressortissants de la province du Passoré se penchent sur la mise en œuvre des plans communaux de développement. Les conclusions de cette rencontre avec Kiswen Sida Irénée Kaboré et Tounaba Chantal Kaboré. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP tient ici sa première conférence des cadres et personnes ressources dans le Passoré. Contribution des cadres et personnes ressources à la mise en œuvre des plans communaux de développement. Voilà le thème qui a donné lieu à une réflexion de 48 heures des participants à cette conférence. C'est une première qui a été une réussite au niveau de la mobilisation des cadres, au niveau de la mobilisation des personnes ressources, au niveau des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Et nous sommes heureux de savoir qu'il y aura détente sur d'autres structures. C'est la première fois dans l'histoire de notre parti, dans l'histoire du Passoré, qu'une telle rencontre de cadres et de personnes ressources se fait. En outre, à cette cérémonie de clôture, il a été question de mobilisation des militants et aussi des exhortations faites à ces derniers d'être sur les chantiers de développement du Burkina. Une occasion qui leur a permis donc de voir comment ils peuvent se mobiliser pour aider à l'implémentation des projets et programmes contenus dans les plans communaux de développement, qui est une partie intégrante du PNDS et du programme présidentiel. Quoi de plus génial? Notre objectif premier, c'est mobiliser l'ensemble de nos militants et au-delà de nos militants, l'ensemble du peuple, derrière le président du FASO, le gouvernement, pour travailler à l'élaboration, à l'implémentation des projets et programmes contenus dans le PNDS qui décline le programme présidentiel. Le président par intérim du parti et sa délégation ont profité de l'occasion pour échanger avec les responsables coutumiers du Passoré. À Manga, dans le centre-sud, la coordination régionale des OSC salue les efforts du gouvernement. À travers un meeting, elle encourage les autorités à poursuivre les actions entamées donc pour le développement du Burkina. Compte rendu avec Roger Bebamba et Nathalie Sawadogo. Après les OSC de Bobo-Dioulasso, Banfoura, Dédougou, c'est au tour de celle de la région du centre-sud de recevoir une délégation des responsables politiques, notamment celui de la majorité, à travers un meeting.
Un meeting selon le coordonnateur des OSC pour témoigner leur reconnaissance à l'exécutif national pour ses actions en faveur du développement, mais aussi leur signifier leur disponibilité à les accompagner dans la mise en œuvre du PNDS. Les gouverneurs, eux, ils décident de construire, mais pour que le travail soit vraiment bien fait, et nous OSC, il faut que nous suivons, il faut que nous veillons vraiment à ce que ces réalisations soient vraiment bien faites. Une occasion pour ces OSC des 13 villages de Manga de dire leurs préoccupations, mais aussi des suggestions pour la bonne gestion de la cité commune. Il y a l'augmentation de l'enveloppe financière pour accompagner les jeunes et les femmes et la construction d'une usine d'égrenage de coton dans la région. Nous les avons sollicités de voir pour que, au niveau du 11 décembre, les ouvrages qui vont être réalisés, que ce soit des ouvrages de qualité. Il y a aussi la question sécuritaire. Nous nous disons que chacun doit s'élever pour être son propre vigile et un vigile pour la nation. Au regard du nombre important de leurs doléances, les populations sont conscientes que le gouvernement à lui seul ne peut venir à bout de leurs préoccupations. Par conséquent, elles s'engagent à œuvrer à ses côtés pour la mise en œuvre réussie du PNDS. Le chef du département de la jeunesse, proche des jeunes burkinabés, Smaïla Ouedraogo, a entrepris une tournée qui l'a conduit dans plusieurs localités de la région du plateau central. Il était surtout question d'encourager cette frange de la population qui s'engage dans l'entrepreneuriat. Konsoun Koulibaly, Rasmane Zoundi et Bourma Ernest Nebie nous font le point. Le ministre Smaïla Ouedraogo à la rencontre de la jeunesse du plateau central. De Zorgo à Niou en passant par Moktedo, Ziari et Boussé, il a échangé avec les jeunes sur leurs préoccupations. Des préoccupations récurrentes relatives surtout à la formation professionnelle et au financement de leurs projets. Et selon le ministre Smaïla Ouedraogo, ces préoccupations pourront trouver solution car elles figurent en bonne place dans le PNDS. J'ai tenu à signifier que l'engagement du président du FASO, son excellent Roch Marc Christian Kaboré, qui s'est traduit au niveau du plan national de développement économique et social, a comme objectif de faire en sorte que dans chacune des 45 provinces du Burkina Faso, il y ait un centre de formation professionnelle. Nous avons commencé donc à les construire. En matière également financière, on a pris donc la résolution de créer le projet d'autonomisation des jeunes et des femmes, doté de plus d'une enveloppe de 16 milliards, donc sur 3 ans. Nous allons essayer donc d'améliorer l'octroi de ces crédits pour faire en sorte que, au lieu que ça soit concentré beaucoup plus à Ouagadougou et à Bobo, que ça soit déconcentré au niveau également des autres provinces. Au cours de son séjour dans le plateau central, il a également visité des associations et des ateliers de jeunes modèles, comme c'est le cas ici à Zorgo, de l'association Béonéré et de Mahadécor, un atelier d'un jeune artiste peintre qui a bénéficié du fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Je peux dire que la visite du ministre c'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très fier. Je pense que d'autres jeunes aussi vont profiter de ça et mieux se concentrer à leur travail. Il emploie des jeunes, il a des apprentis au niveau de son entreprise. Nous sommes venus donc le féliciter, l'encourager et également le fait d'être allé chez lui. Et vous avez vu toute une grande mobilisation de la jeunesse, c'est de dire à la jeunesse en passant qu'ils sont capables de faire mieux que ce que Mahadécor fait et que le gouvernement est à côté pour encourager toutes les initiatives des jeunes afin que donc, nous puissions avoir beaucoup plus d'entrepreneurs jeunes donc, au niveau du Burkina Faso, parce que nous croyons fortement que c'est le développement du secteur privé qui peut créer de l'emploi. Au terme de sa tournée, le ministre dit avoir beaucoup appris et constaté. Nous avons pu constater qu'il y a des jeunes qui veulent aller de l'avant. Il y en a qui ont pu bénéficier des soutiens donc, du ministère, qui en ont toujours besoin. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu avoir ces soutiens et qui en veulent. Et nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons accompagner le grand maximum. Et cette tournée à la rencontre de la jeunesse, selon lui, va se poursuivre dans les autres régions du Burkina.
Le zoom de ce dimanche avec ce constat alarmant, la physionomie de la mine de Kalsaka est méconnaissable depuis 2013, date de départ de la société Perseus Mining, des trous béants de 80 à 120 mètres de profondeur où stagnent des eaux verdâtres sur une superficie d'environ 15 km. Les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Constat avec Yacouba Gamene et Nyarkiteda. Hier, Eldorado. Aujourd'hui, Kalsaka Mining est un véritable danger pour la communauté de Kalsaka. Des trous à ciel ouvert, les uns contenant des eaux, les autres sont sans eau certes, mais aux couleurs multicolores indescriptibles. C'est ce qui est donné de voir sur près de 25 km² dans la commune de Kalsaka. Nous sommes dans la province du Yatenga. Si on se repositionne en 2007-2008, quand la mine venait, la population était très contente d'accueillir une mine industrielle. Mais à la clôture, à la fermeture, les gens, tout le monde regrette que la mine est passée 6. Un regret beaucoup plus ressenti au niveau des propriétaires terriens. Alidou Savatogo est un de leurs et son regard en dit long. Au départ, quand ils étaient venus, c'est à la préfecture qu'on s'est entendu. Nous avions posé nos conditions et ils ont promis nous payer 210 000 francs par an pendant 7 ans. Qu'ils allaient également réhabiliter le site une fois l'exploitation terminée, en fermant les trous et en plantant des arbres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La mine nous a plus détruits qu'arrangés. Une condamnation est également au sein des producteurs. Agriculteurs et éleveurs de la localité ne savent plus à quel sein se vouer. Les terres exploitables sont devenues des trous de 80 à 120 mètres de profondeur. Kalsaka Mining a abandonné les lieux. Ils ne perçoivent plus les 210 000 francs an promis par la mine en échange à leurs terres. Le désarroi est total. Ils ont détruit nos terres. Notre avenir, celui de nos enfants et de nos petits-enfants, est également foutu. Ils sont sans lendemain meilleur, s'exclame Amadou Sankara. L'environnement est atteint et sera encore fatal si rien n'est fait, se convainc Salam Savatogo, impuissant pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-fils. Le regard est désormais tourné vers la municipalité. Si c'est un réforme, je ne le referai pas. Sans cahier de charge clair, je ne le referai pas. La mairie n'a pas les capacités financières et techniques, les moyens humains pour gérer ces trous. Pire, la commune reste impuissante face à l'exploitation artisanale. Ces 3 trous béants sont la ruée des hommes, des femmes et des enfants à la recherche du métal jaune et non sans danger. Les eaux qui sont là-bas sont des eaux polluées, ça au moins c'est sûr, parce que personne ne nous a donné les résultats, on a demandé, on n'a pas eu. Si la santé de la population, c'est sûr que c'est en train de prendre un coup. Au niveau de l'élevage, c'est la seule zone de pâture des 8 villages riverains, clôturés, avec des trous. Présentement, il y a des animaux qui passent et qui rentrent. C'est abrévé, mais avec des eaux souillées. Que s'est-il passé au juste? Difficile d'avoir l'autre version. Kalsaka Mining n'y est plus. Impossible d'avoir donc en image les installations de la mine. Bref, en attendant, il faut voler au secours de Kalsaka. Et le cas Kalsaka pose avec acuité la problématique de la gestion de l'après-mine des localités. Monsieur Tidiani Zougouri, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur général du Bureau national des évaluations environnementales. Est-ce que vous comprenez un peu le cri de cœur lancé par la population de Kalsaka? Oui, tout à fait, c'est juste. Mais je voudrais dire d'abord que la mine n'est pas fermée et la mine est en phase de fermeture. Parce que lorsqu'on dit que la mine est fermée, c'est comme le préalable a été satisfait. C'est-à-dire qu'il y a une procédure pour la fermeture des mines. Mais l'exploitation, elle est arrêtée depuis 2013. L'exploitation est arrêtée, mais la fermeture, les dispositions qu'on doit prendre pour la fermeture totale de la mine est en cours. On peut dire que c'est tout comme M. Zougouri, puisque la société n'y est plus, mais est-ce que, pourquoi est-ce que depuis 2013, justement, le processus n'est pas abouti? Quand on sait qu'il y avait un cahier de charges qui a été préétabli, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a ces trous béants qui sont toujours là?
C'est vrai qu'en 2014, la mine de Kalsaka et Séguénéga a déposé son plan de réhabilitation et de fermeture. Et en 2015 également, la mine a déposé le même rapport, le même plan de réhabilitation et de fermeture. De qui ce rapport a été déposé? Auprès de l'administration, auprès du ministère en charge de l'environnement. Mais je crois que, vous savez, la question de la réhabilitation, de la fermeture des mines, c'est une question nouvelle aussi pour nos pays, parce que au niveau du Burkina, c'est la première fois que cette situation se présente. Et donc, il faut comprendre par là que l'État doit en tout cas s'entourer en tout cas des garanties nécessaires pour amorcer la question, à savoir les textes, par exemple, qu'on doit élaborer, et il y a des textes réglementaires, effectivement, qui sont en cours. C'est vrai que le texte sur le fonds de réhabilitation est signé, mais il reste à mettre en place le comité qui doit valider les plans de réhabilitation et de fermeture. Mais en attendant, des populations qui sont face à ce danger, comment est-ce que cela est géré? Voilà, et il faut dire que la mine, même avant de s'implanter, a fait l'objet d'une évaluation environnementale, donc une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion. Le ministère en charge de l'environnement, pendant la phase d'exploitation, a fait le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion et aussi des inspections inopinées et organisées. Voilà, et la prise en compte des différentes recommandations ont permis d'ailleurs d'éviter véritablement la grande catastrophe. Ce que nous voyons, si le ministère de l'Environnement n'avait pas fait un suivi de la mise en œuvre et les inspections avec respect des recommandations, la situation allait être autre. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, hein, tout le monde voit que la situation est plus ou moins difficile. Voilà, et pour les populations et aussi pour l'environnement. Mais des dispositions sont prises, comme je l'ai dit. Ce qui reste actuellement, c'est la validation du plan de réhabilitation et de fermeture de la mine. Et dès que ce document sera prêt, il sera prêt quand, monsieur? Le document sera prêt parce que le ministère de l'Environnement, avec le ministère des Mines, on est en train de s'accorder actuellement sur le contenu de ce comité-là. C'est un arrêté. Voilà. Et ça va voir le jour très bientôt. Mais il y a comme un conflit d'intérêts entre les différents départements. Est-ce que ce n'est pas ce qui retarde un peu les choses, on peut dire? Non, il n'y a pas véritablement un conflit d'intérêts. Et c'est une question d'organisation, de compréhension du secteur. Parce que, comme je l'ai dit, si on n'a pas un maximum de garanties autour de la question, on peut faire la réhabilitation d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas évident que ça se passe bien. Voilà. Et donc, moi, pour nous, vraiment, c'est pour consolider les points de vue des uns et des autres, et seulement à travers donc, ce comité qu'on va mettre en place. Si le comité est mis en place, les choses vont aller très vite, parce que la mine a cotisé, et donc le fonds existe. À hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Ah oui, tout à fait. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais aujourd'hui, tous les mécanismes, en tout cas, plus ou moins prêts. Voilà. Que dites-vous pour assurer, par exemple, ces populations qui disent que leur avenir et celui de leurs enfants, ils n'entrevoient rien de cet avenir-là? Ils ne peuvent pas comprendre un peu tout ce qui est mis en place ici à Ouagadougou. Mais qu'est-ce qui est fait pour que, justement, les effets de ces réunions-là se ressentent directement sur les populations qui, rappelons-le, sont vraiment aux côtés, on l'a vu dans les images, qui continuent de fréquenter cette mine qui est un danger? Vous voyez, véritablement, plusieurs ministères interviennent dans le processus. Il y a 3 ministères clés, mais il y a aussi le ministère, par exemple, de l'administration territoriale, et le ministère de l'Agriculture à titre consultatif. Et chacun doit jouer son rôle. Et ce rôle n'est pas joué, c'est pour ça que je parlais tantôt d'un conflit. Est-ce que le rôle est joué selon vous? On ne peut pas dire que le rôle n'est pas joué, parce que tous sont en train de contribuer justement à consolider les idées. Parce que ça semble aller très lentement, oui, mais c'est de bonne guerre. Mais ce qui est sûr, nous ne considérons pas que la mine, à l'étape actuelle, est fermée. Voilà, la mine est en phase de fermeture, comme je l'ai dit. Mais dites-nous, jusqu'à quand peut-être, quelle échéance peut-on avoir justement, vous qui êtes imprégné de ce dossier-là par rapport à cette mine de Kalsaka? Quand est-ce qu'on pourra peut-être dire, voilà, cette mine est fermée et voilà, le couvert végétal sera restauré? En tout cas, très bientôt.
Très bientôt, parce qu'il y a de cela juste une semaine, avec le ministère des Mines, on s'est retrouvés pour accélérer le processus. Donc je ne peux pas vous dire exactement quand, mais très prochainement. On l'espère tous, M. Zougouri. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Bureau national des évaluations environnementales et vous étiez avec nous pour parler de la situation qui prévaut à Kalsaka. Nous parlons toujours des questions environnementales. Dans ce journal, les maires des communes situées dans le corridor forestier de la boucle du Mouhoun se sont retrouvés autour d'une thématique, celle de la gestion durable des ressources naturelles. Le point avec Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba et Yacouba Goro. À travers cette signature, les maires participant au forum sur le corridor forestier de la boucle du Mouhoun s'engagent à préserver la forêt au bord des berges du fleuve Mouhoun. Il a fallu 48 heures d'échange pour que ces maires des communes puissent prendre l'engagement de travailler à la sensibilisation et à la reforestation des terres dégradées sur les berges du fleuve. La gestion nous revient particulièrement parce que c'est nos populations que nous devons sensibiliser, c'est nos populations que nous devons mobiliser pour qu'elles puissent protéger donc ce patrimoine-là qu'est donc le corridor forestier du fleuve Mouhoun. Pour la mise en œuvre des engagements pris, les maires du corridor forestier de la boucle du Mouhoun ont l'accompagnement des autorités et des partenaires financiers. Ils ont pris un engagement et l'engagement, bien sûr, ils ont leur rôle à jouer, le gouvernement également a son rôle à jouer, ainsi également les partenaires pour les accompagner dans la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions. Au niveau du gouvernement, au niveau de mon département, qui est en charge bien sûr des questions liées aux zones humides, nous mettrons en œuvre toutes les compétences techniques, mais également la mobilisation des ressources liées au financement des zones humides pour les accompagner dans la mise en œuvre bien sûr de leur engagement. Je voudrais saluer dans cette initiative surtout, c'est la volonté de concilier la conservation avec le bien-être des populations. Donc c'est à la fois d'utiliser ces ressources pour sortir les populations de la pauvreté, mais en faisant en sorte que ce soit fait de façon pérenne. Les 2 jours d'échange ont permis également aux participants et à certains groupements féminins d'exposer des produits agro-silvo-pastoraux. Restons encore dans la région pour parler d'un suivi, celui du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Il encourage les populations qui cultivent sur les berges du fleuve Mouhoun à abandonner les mauvaises pratiques. Le projet accompagne ses exploitants à travers des séances de sensibilisation. L'impact avec Christophe Traoré et Yves Rwamba. Un périmètre maraîcher aménagé d'environ 1 hectare de superficie et 2 autres de plus de 12 hectares au profit des populations de la confluence Mouhoun-Sourou sont à l'actif du projet EBAFEM, adaptation basée sur des écosystèmes de la boucle du Mouhoun. Ces réalisations loin des berges des 2 fleuves vont permettre de réduire la pression des producteurs sur ces fleuves et contribuer du même coup à lutter contre l'ensablement. À terme, vraiment, nous comptons avec l'appui, c'est toujours une question de moyens, avec l'appui et le changement de mentalité également. Ce qu'on a fait à Manimaso et un peu dans les autres sites, c'est vraiment des tests. Et si on voit que vraiment on est compris, on va donc demander aux partenaires financiers et le gouvernement même pour nous accompagner pour qu'on puisse vraiment aller sur d'autres sites pour qu'ils puissent vraiment quitter les berges. Les autorités administratives de la région et les partenaires du projet saluent cette action sur le terrain qui leur a permis de toucher du doigt l'enjeu de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Le principal enjeu ici, c'est d'abord la survie des populations. Mais cette survie n'est pas possible sans la conservation des ressources. Et la principale ressource ici étant le fleuve Mouhoun. Avec les autorités, nous allons réfléchir pour voir comment renforcer ce que fait le projet déjà. Ces zones humides devraient être des écosystèmes viables, durablement gérés afin de fournir des biens et services nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Allons à présent à la découverte d'un endroit qui pourrait vous inspirer pour vos vacances prochaines. Le ranch de Nazenga, le premier d'Afrique de l'Ouest, augmente sa capacité d'accueil. Cela grâce au programme national de gestion des terroirs, phase 3. L'inauguration des nouvelles infrastructures avec Césaire Carrefour et Zalissa Sanfo. Des éléphants,
maître de la route et qui refuse de céder le passage. Voici l'une des attractions du plus vieux ranch de l'Afrique de l'Ouest, le ranch de gibier de Nazenga au Burkina Faso. Il constitue aussi l'une des attractions des 5000 touristes qui visitent chaque année ce ranch. Et pour rendre le séjour de ces touristes plus agréable à vivre et à compter aussi, le deuxième programme national de gestion des terroirs phase 3 sort le grand jeu. 242 millions de francs CFA pour des dortoirs, des appartements et un restaurant-cuisine. Le besoin se faisait sentir qu'il fallait moderniser, qu'il fallait apporter une touche nouvelle pour justement faire en sorte que ce ranch soit exploité de manière optimum. Le PNJT a fait tout l'effort pour faire en sorte que ces infrastructures soient là pour rehausser le niveau de fréquentation touristique dans cette zone. Rehausser le niveau de fréquentation dans cette zone. C'est l'Office national des aires protégées qui devrait se frotter les mains. Des gains qui serviront à mieux préserver la diversité biologique dans cette zone pour des générations futures et de lutter contre la désertification tout en soutenant la croissance économique durable au Faso. Et puis ce dossier qui nous amène sur les routes du fruit de plus en vogue en ce moment, la mangue. Plusieurs dizaines de camions convergent vers le Kénédougou où s'étendent à perte de vue des vergers où sont produites ces mangues, non sans difficulté. Drissa Traoré et Ahadi Sandamba étaient sur ces chemins de la mangue. Leur reportage. C'est le bout du tunnel pour Moussa Baro. C'est le moins que l'on puisse dire ici, car ayant bravé une trentaine de kilomètres d'une route en très mauvais état. Nous sommes sur l'axe d'Iri-Samoiri, quelque part dans la province du Kénédougou. De jour comme de nuit, ils sont des dizaines, voire des centaines de conducteurs de camions à emprunter les différents axes de la province à la recherche de mangue. Vraiment, c'est une route très dégradée en saison sèche et pire en cette période de pluie. De Djiri à Samoiri, il y a souvent des endroits impraticables. Rien qu'hier, ce sont 4 personnes qui m'ont guidé à l'aide de longs bois, car l'eau avait envahi le pont et l'on ne voyait aucune balise. Et la moindre erreur serait fatale. Autre axe, mais même réalité. Ici, nous sommes sur la route qui mène au village de Nialé. Là également, pour rejoindre les vergers, c'est la croix et la bannière. Et pourtant, c'est la course contre la montre, car le moindre retard est synonyme de désolation. En 5 jours de cueillette, je peux charger 3 à 4 camions. Mais si une pluie tombe, dans la même semaine, il m'est difficile de charger ne serait-ce qu'un seul camion, car les mangues pourrissent. Ce sont des routes qui, pour la plupart du temps, connaissent rarement des entretiens réels. À titre illustratif, la réfection de l'axe d'Iri-Samoiri remonterait à plus d'une quarantaine d'années. C'est en 1976 que cette route a été réfectionnée et depuis aucun autre travail n'a été fait ici. Et le plus souvent, ce sont les populations qui ramassent les cailloux pour boucher les différents trous. Mais une fois que la pluie tombe, les cailloux disparaissent. Face à une telle situation, chaque producteur y va de ses moyens. C'est le cas de Moussa Baro, conducteur à la retraite et aujourd'hui producteur de mangue. Il est obligé de renouer avec le volant pour la circonstance. Nous produisons beaucoup, mais il n'y a pas de route pour convoyer les produits vers les centres de consommation. C'est pour cela que je suis allé cueillir les mangues dans mon verger et je vais moi-même les transporter avec mon véhicule jusqu'au bord du goudron pour vendre. Sinon, aucun camion ne viendra les ramasser dans mon verger. Mais en attendant, tous les regards sont tournés vers l'État providentiel pour que des millions de tonnes de mangue et toutes les autres spéculations produites ici ne pourrissent pas dans la nature. Car faut-il le rappeler, la province du Kénédougou est la première en matière de production fruitière, ce qui lui confère donc le surnom de verger du Burkina Faso. Actualité hors de chez nous, à présent, au lendemain du revirement du président américain sur la probable tenue du sommet avec le leader nord-coréen, les dirigeants des deux Corées se sont retrouvés dans la zone démilitarisée qui les sépare. Une rencontre inattendue qui aura duré 2 heures d'horloge.
Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid sur la diplomatie internationale. Après avoir annoncé l'annulation du sommet Corée du Nord-États-Unis, le président américain est revenu sur cette annonce ce vendredi, laissant entendre que la rencontre pourrait finalement bien avoir lieu le 12 juin prochain à Singapour. Dès lors, les experts s'interrogent, est-ce l'attitude de Trump qui est complètement volatile ou est-ce la relation Washington-Pyongyang qui change tous les jours ? Le président américain semble en tout cas tenir à un sommet qui l'accrocherait bien à son palmarès. Reste que l'événement qui doit être centré sur la dénucléarisation que Washington veut complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord reste pour l'instant annulé, aux grandes dames de la Corée du Sud qui a jugé cette annulation choquante et profondément regrettable. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne reprise de travail à toutes et à tous.